Quatre voix de sagesse, quatre voix pour l'âme, 20 minutes de tendresse pour transmuter nos drames. Écoutez les paroles, mais observez les actes. La terre est une école, mais l'école, j'aime pas ça. Moi je préfère écouter les invités de fil au grand bazar de Gaïa. Et quel que soit votre âge, je vous souhaite un bon visionnage. Oui, là aussi, bon, peut-être tu n'es pas obligé de répondre. Choisi, dans le sens que pourquoi tu as été choisi? Ah ben oui, ben je vais le dire que c'est important parce que là justement il y a quelqu'un qui a essayé de m'envoyer une flèche ce week-end en disant à l'émission Éveil Homme que je salue mon ami Nicolas Turban. Quelqu'un a dit oui, j'ai écouté son histoire un petit peu rocambolesque, tiré par les cheveux. Hein. Pourquoi tiré par les cheveux? Je veux dire, si j'amène des profs, c'est pas tiré par les cheveux, c'est différent. Il dit, puis quand il a commencé à dire qu'il était l'élu, là j'ai décroché. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'étais l'élu. Si toi, tu as décidé de penser que par association, tu as pensé que je dis ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'avais été choisi par la menthe quand j'étais à l'hôpital et que je me suis retrouvé avec tous les enfants dans un couloir. Il faut quand même que j'explique pourquoi. Oui, vas-y. Donc, j'ai eu une installation pendant que j'étais en colonie de vacances en France. J'ai été hospitalisé d'urgence et quand on a vu que je me plaignais vraiment de ma tête, on a décidé de me faire une radiographie parce que c'était pas normal. Je sentais comme un battement de cœur dans ma tête. C'était pas normal. C'était pas une installation pour eux. Tu vois. Et là, quand ils ont fait la radiographie, ils ont découvert une tache. Donc, ils ont dit, merde, ça doit être une poussière. Donc, ils ont recommencé la radiographie. Et sur la radiographie, finalement, il y avait toujours cette tache et c'était pas une tache, c'était comme une espèce de petite gélule métallique comme un tic-tac. Et là, ils m'ont mis dans une chambre en observation avec un soluté dans le bras pour m'envoyer beaucoup de glucose parce que j'étais complètement déshydraté. Et dans la nuit, il y a un médecin qui est rentré avec ma radiographie et un militaire. Et ils ont commencé à parler entre eux et je comprenais pas ce qu'ils disaient parce que le militaire parlait allemand. Alors, j'accélère un peu mon histoire. Dans la nuit, je perds connaissance. Quand je rouvre les yeux, je suis secoué par quelqu'un, un vieux militaire habillé en bleu, avec les cheveux blancs et les yeux bleus, qui me dit « Dépêche-toi, lève-toi, suis-moi, on va louper le saut ». Et là, je me retrouve dans un ascenseur qui descend très profondément dans ce fameux hôpital que je trouve vraiment très, très, très profond. Là, je suis un peu en panique, les lumières descendent un petit peu, vraiment, comme si j'avais peur. Le militaire me dit « T'inquiète pas, tout va bien, respire, tu es en sécurité ». Et là, les lumières s'arrêtent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, mais c'est pas les portes par lesquelles on est rentré, c'est d'autres portes qui apparaissent. Et je me retrouve dans un grand hangar. Et dans ce hangar, il y a plein d'enfants en jaquette d'hôpital. Et il me dit, c'est là que ça s'arrête pour moi. Continue tout seul. Là, j'avance vers une table. J'ai pas peur. Je suis confiant. Il y a quelque chose en moi qui me dit, tu ne crains rien. Et là, il y a une femme qui me dit, mets ta main dans la boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une lumière qui est passée sur moi. Je sentis un picotement. C'était pour lire mon ADN. Et elle me tend une combinaison avec un emblème de cheval ailé dessus. Et elle me dit, mets ça et va rejoindre les autres dans le line-up là qu'il y a, la ligne. Et je vais là-dedans. Il y a une forte lumière et je suis aspiré par la lumière. J'ai un étourdissement. C'est comme quand tu te relèves et que tu fais tes lacets de chaussures, là. Et là, quand j'arrive de l'autre côté, je suis de nouveau dans un hangar. Et là, les garçons et les filles sont séparés et ils testent nos peurs. Ouais. Beaucoup échouent, sauf moi. Ouais. Et là, j'arrive devant le même militaire radiologue avec le militaire avec le radiologue et il dit, c'est l'enfant dont je vous ai parlé. Il me fait signe de venir et il me dit, va dans la pièce sombre qui est là-bas. Je rentre dans la pièce sombre. Et là, dans l'obscurité, je sens une sorte d'appréhension, pas une peur, mais une appréhension. Et de l'obscurité sort une mante religieuse immense qui arrive vers moi et qui pose sa grosse patte velue sur mon épaule en me disant « Ne crains rien par télépathie, tu as été choisi. » Et là, pouf, je perds connaissance. Et quand je me réveille, je suis dans la chambre d'hôpital. Et là, je dis « Mais qu'est-ce que je viens de vivre là ?» Et là, je repars dans les pommes et d'un coup, je suis réveillé par un klaxon. Pop, pop. C'est là que je te dis. Et là, quand je rouvre les yeux, je suis avec mon sac sur les genoux dans l'autobus et je repars au camp de vacances. Fou. Sauf que là, j'ai perdu un bout, là. Je sais que je me suis réveillé dans mon lit.
je ressens encore la patte sur l'épaule, tu comprends? Fait que là, quand je me suis réveillé avec le sac, j'ai fait, il y a un problème là. Et après ça, j'arrive au camp de vacances, je raconte à mes petits amis ce que j'ai vécu de bizarre. Ils se foutent de ma gueule, bien sûr. T'es un fou, t'es ainsi. Là, je pars en larmes. Je suis là, j'ai 13 ans, je capote. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas rêvé, j'ai vécu quelque chose d'énorme. Fait que là, je passe en pleine nuit par la fenêtre du chalet et je décide d'aller dans un grand champ et je m'assois en tailleur, en indien. Puis je regarde le ciel. Et alors? Et alors? Parce que toujours assez. Waouh, c'est très très fort. Hein. Reprends ton souffle là parce que waouh, Et là, je dis, j'en peux plus. Je dis, venez me chercher. Puis quoi, je veux partir d'où je suis. Et là, il y a une étoile qui se déplace et d'un seul coup, l'étoile devient un disque. Et là, je suis aspiré par ce disque et je me retrouve dans un vaisseau. Et là, dans ce vaisseau, il y a un être, la peau verte, les yeux rouges, en combinaison, qui s'appelle Victor et qui me dit « Bienvenue à bord du Solaris ». Et là, il y a d'autres extraterrestres qui sont là. Et là, il y a une femme blonde qui se pointe avec des grands yeux bleus, qui s'appelle Maria, et qui me dit, suis-moi. Et là, on s'en va dans une pièce, comme une salle de classe. Il y a plein d'élèves. C'est que des élèves qui ont des têtes d'extraterrestres, c'est pas des humains. Elle dit, tu es le seul humain ici, à part un, au bout là-bas, et c'est David Rousseau. C'est ça. Et David Rousseau a raconté la même histoire, mais de son point de vue à lui, dans l'autre sens. Il n'est pas question que je monte mon code QR. Bon. Mais monsieur, il faut sortir. Alors, je dis, écoutez, ok, mais j'ai encore besoin de nager. Hein, mon thérapeute me demande de nager, c'est pour mon ancrage. Donc, je vais continuer en quelques minutes. Il dit, non, monsieur, vous devez sortir tout de suite. Bon, je raconte pas la suite, mais c'est un vrai film. Mais bon, mais ils sont bien comportés. Ils font leur travail. Bon, mais. Mais ça m'a mis plus debout encore, comme je peux dire. C'est-à-dire que maintenant, non, je suis désolé. S'ils remettent le code QR, non, c'est non. Non, c'est non. Voilà. Alors, petite anecdote. Laurent Claude. Laurent Claude, c'est celui qui a réalisé le montage et tout ça, hein, c'est ça? Et c'est lui qui est mort il y a un mois, brutalement. Ah oui? Ouais, il a eu une rupture d'anévrisme, mais qui n'était pas due aux injections ni rien, parce qu'il ne les a pas. Mais ouais, il est décédé. Ah, je lui envoie. Il a fait du beau travail, on l'entend au tout début, avec sa voix grave. Voix au départ. C'est sa voix. Et il a fait le montage et tout. Et super, parce que c'est quelqu'un qui avait un studio pas loin de chez nous. Et c'est vrai qu'on travaillait beaucoup avec lui, quoi. Donc, Quel âge il est parti? 50 ans? 53 ans. Voilà, on lui souhaite de bien continuer son chemin et bravo pour le travail qu'il a fait. Alors, c'est encore plus une raison pour louer et acheter ce film. Alors là, mon Dieu, magnifique. Alors, Stéphane Lhomme, qui anti-nucléaire, anti-voiture électrique, anti-compteur Linky. Les compteurs Linky, c'est pour la France, mais ici, c'est le même système. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Stéphane Lhomme? Stéphane Lhomme, oui, c'est un activiste, on dirait, en France, quoi. Parce que dès qu'il y a quelque chose au niveau social, je crois que ses parents devaient être profs. Et il dit, mais il faut utiliser ses droits. Donc, il est un peu comme le juriste. Il dit, on utilise les droits. Donc, il connaît bien la réglementation. Il est spécialisé surtout dans tout ce qui est ondes. Mais, par exemple, il y avait des gitans qui avaient des campements insalubres que la municipalité voulait mettre dehors. Il a réussi à faire en sorte qu'ils soient relogés et tout. Enfin, il arrive à faire des actions, il agit. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui est dans l'action. Et puis, quand il pense que c'est injuste, je veux dire, il va se lever et il va faire ce qu'il faut pour. Et là, par exemple, les compteurs Linky en France, donc je sais pas comment ça s'appelle au Québec, il s'est dit, ces ondes-là sont nocives, un peu comme celles qu'on va nous mettre maintenant aussi, les 5G, etc. Mais il a lutté contre ça, et c'est vrai que, par exemple, nous,
On a décidé de pas en avoir et on a pu très bien ne pas en avoir, il n'y a pas de problème. Quelqu'un? C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? J'ai perdu mon fil tout à coup. Et comme fil, c'est moi, je vais me retrouver. Euh, Donc, c'était Stéphane Lhomme, là. oui, Stéphane, oui, c'est ça, il est conseiller municipal en même temps, je crois. Hein. Oui, Voilà. dans sa localité. C'est vraiment quelqu'un qui agit sur plein de plans différents, quoi. Donc, Voilà, alors c'est la transition que je voulais faire aussi là-dessus, c'est par rapport à la politique aussi, parce que moi je regarde ce qui se passe en France, hein. Je regarde plus ce qui se passe en France que quand même, je suis un ancien Français, hein. Bon, je suis canadien, il n'y a pas marqué québécois sur mon passeport parce que bon, c'est un peuple, c'est une nation, mais c'est pas encore un pays, et ce qu'il le sera, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai encore perdu le fil. Alors donc oui, conseiller municipal, donc la politique et j'écoute Idriss Aberkane en géopolitique, ça m'intéresse ce qui se passe. Même François Asselineau qui fait qui fait des analyses formidables, etc. Et mais comment est-ce que vous pouvez nous parler un peu de politique parce que on a l'impression que j'ai essayé j'ai coaché ici quelqu'un qui s'est présenté en politique, mais on dirait que on peut pas y aller. C'est quoi l'histoire? C'est complètement fermé. Pour moi, hein, ce que je trouve, je sais pas si Antoine pense la même chose, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que pour être, même, je veux dire, ce sont des marionnettes. Et si ils n'obéissent pas, ils sont destitués immédiatement d'une façon ou d'une autre. Ou ils meurent, on ne sait pas pourquoi. Ou, par exemple, il y a, comment il s'appelle, le président d'Amérique du Sud, là, Chavez, qui à un moment donné a dit, vous ne trouvez pas bizarre qu'on soit 3 présidents contre les États-Unis, dont une femme, je pense, à avoir un cancer en même temps? Je veux dire, parce qu'ils savaient. Ils peuvent pas. Et on connaissait une personne qui était... ça a un nom particulier, c'est-à-dire il sort des grandes écoles et après on va lui demander de donner des directives aux ministres, au président, etc. Et d'aller soudoyer. Et d'aller soudoyer, en fait, les différents pays. Les politiques. Les politiciens. Et il disait, si je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière et qui, lui, va agir. Et ça va être beaucoup plus grave. Et il dit, il y a des personnes avec qui j'étais amie, et je suis devenue amie à force de les voir, et j'avais pas envie de les voir disparaître, et après il a arrêté. Mais il dit, ça fait partie du travail. Ça veut dire que en politique, pour l'instant, quelqu'un qui n'est pas compromis ne peut pas faire ce qu'il veut. À la limite, un maire, bon, peut-être, mais à un autre niveau, ça n'est pas possible tant qu'il y a pas de changement. Donc, c'est ça, je veux dire, et les gens qui ont envie de faire de la politique ne veulent pas croire ça, parce qu'ils se disent, mais non, on va y arriver. Ils peuvent pas y arriver. Ils peuvent pas parce qu'il y a beaucoup trop de pression derrière, et s'ils n'obéissent pas, de toute façon, ils auront pied et poings liés. Ouais. Mais est-ce que c'est une question très importante, très intéressante, parce que du coup, est-ce qu'on doit se désintéresser de la politique, ne plus voter comme le font certains, ou au contraire, c'est un vrai problème parce que la politique, c'est quand même normalement l'art de gérer la cité, hein. Donc, ouais. Alors pour le vote, en tout cas, le vote, ils sont trafiqués les votes. Alors qu'on vote pas, je pense que ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. On ne tient pas compte de ce qu'on dit, de ce qu'on demande, de ce qu'on veut. Donc, avec les votes électroniques, maintenant, on peut tout. On peut tout faire. Tout faire sortir. Et on a vu des choses aberrantes, même dans nos communes. Donc, on sait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors, que faire? Voilà. Alors, voilà la question. Et voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner? Non. Mais ça veut dire que pour l'instant, il faut savoir que on ne peut jouer que souterrainement parce que officiellement, on n'a pas je veux dire, les personnes qui vont être à des postes officiels, c'est parce que ils obéissent à des ordres. Et ceux qui n'obéissent pas, cette personne me disait, mais de toute façon, il y en a qui ont eu des accidents d'avion, on ne savait pas d'où ça venait, hein. Mais voilà. Et il dit, voilà, on s'en débarrasse. On sait très bien maintenant comment éliminer des personnes. Moi,
dans mes formations, à la fin, on fera en présentiel ce qu'on appelle un CE5, CE5 rencontre du cinquième type, hein, selon le process du docteur Stephen Greer. Et il est sur Gaïa TV. J'invite tout le monde à aller voir. Donc, divulgation Stephen Greer sur Gaïa TV. Et il dit que quand il a commencé à faire ses CE5, ses CE5, la première fois sur une plage de Floride, il y avait son groupe autour de lui. Et effectivement, ils ont fait une méditation, ils ont envoyé un message et il y a un ovni qui est arrivé. Et là, tout de suite après, la police, les militaires et tout ça. Et comme par hasard, les 5 personnes autour, je crois que c'était 5, je sais pas si c'était combien, enfin un petit groupe autour, ils ont tous eu, mais lui aussi, un cancer. Voilà, mais carabiné. Et lui, il en est sorti. Bon, mais voilà, c'est. Lui aussi. Ouais, Stephen Greer. Ouais. En tout cas, il est toujours vivant, Stephen Greer, et maintenant, il n'y a plus ce danger-là, parce que justement, il s'est fait médiatiser beaucoup aux États-Unis. Et donc, voilà, là, il a réussi, et puis c'est un médecin au départ, enfin, il a eu la chance de pas mourir, mais sa compagne est décédée et tout ça. Mais maintenant, on est passé à un autre niveau, et je crois qu'il y a pas à avoir peur, encore une fois. Non, il faut faire ce qu'on a à faire, mais c'est vrai qu'il y a des postes où on sait que de toute façon, on n'aura pas les mains libres. Donc, est-ce que ça vaut le coup de donner beaucoup d'énergie alors qu'on sait que ça va pas marcher de cette façon-là, quoi. C'est ça. C'est une question je trouve, Moi, de temps. C'est la question que je me pose, hein. Bon, je fais pas de politique, mais je me dis, est-ce que je donnerais beaucoup d'énergie en sachant que de toute façon, je peux pas arriver au bout? Ouais, c'est ça. Ailleurs, je peux faire par d'autres chemins, je peux arriver quand même à faire. Il peut y avoir des boycotts, il peut y avoir des tas de choses à faire. Mais je pense que dans les hommes politiques actuels ou les femmes politiques, il y a des personnes clés qui vont faire leur travail, mais d'une autre façon. Oui, mais d'une autre façon, peut-être différemment. Enfin bon, là, je pensais à François Asselineau parce que ses analyses sont formidables, etc. Mais il est interdit tous les médias mainstream. Voilà. On en prend une autre, puis ce sera la dernière. Allez. Allez, comment avoir la foi en soi? Comment avoir la foi en soi? C'est ça, c'est une question spéciale, là. C'est absolument important, en tout cas, d'avoir de l'amour pour soi et d'avoir de l'amour pour les autres. Parce que souvent, ce qui se passe sur la planète Terre, c'est que les gens ne s'aiment pas. Donc, ils ont du mal à aimer les autres, évidemment, aussi. Et c'est pas une histoire d'ego, mais les religions ont tellement dit qu'il fallait penser aux autres avant de penser à soi, que pour finir, les gens n'arrivent plus à se donner suffisamment d'estime et de confiance, que du coup, ils donnent leur confiance à n'importe qui, sauf à eux. Voilà. Et c'est ça qui est grave. Je veux dire, il faut vraiment qu'on retrouve l'estime de soi et la confiance, et puis en se disant, on va faire ce qui est à notre niveau, c'est tout. Mais je veux dire, on n'a pas... Et que, bon, tout ce qui est d'ordre soi-disant moral, en fait, moi, en visitant d'autres mondes, d'autres planètes et d'autres êtres, je m'aperçois qu'on n'a pas la même morale, c'est-à-dire la morale terrienne, elle est toujours en train de changer. On a le droit de faire ci, après on n'a plus le droit de faire ça, après il faut faire ça, après on est puni pour telle chose, après on va être puni pour... Il y a des grandes lois de pas tuer, de pas voler, etc. Ok. Mais je veux dire, après le reste, on s'aperçoit que ça change selon les pays, que ça change selon les époques. Il y a un militaire, par exemple, qui va faire tuer des millions de personnes. Il va avoir sa statue au milieu d'une place publique. Il y a un gars, il va voler un pain, on va le mettre en prison. Donc c'est ridicule. Je veux dire, on peut pas tenir compte de ça. Donc il faut être au-delà, quoi. Magnifique. Magnifique. Il faut être conscient que moi, ce n'est pas le soi en moi. Ouais. Et donc, il faut être conscient de ça. Mais à chaque instant, à chaque moment de sa vie, savoir que le moi, c'est géré par le mental. Je reviens là-dessus. Et le soi, il est caché, il est là et il faudra lui donner de la parole. Il faudra avoir confiance en soi. C'est le soi, c'est la partie plus haute que le mental.
il n'est pas là-bas, il est là. Mm. Magnifique. Magnifique. Ben, je pense qu'on peut arrêter là. C'est une belle conclusion, moins que vous vouliez compléter. Ah, C'est bon. Voilà. En tout cas, moi, j'étais super heureux. Donc, je redis à tout le monde, louez ce film ou achetez-le Ouais. même. Je l'ai d'abord loué, puis je me dis, mais je suis con, moi, je peux Oui. l'acheter. Sur Terre, mais l'important, c'est de leur montrer qu'il y a des choses magnifiques sur Terre et des gens super. Oui. Parce qu'il faut les réconcilier avec la Terre. Ils sont venus là pour faire quelque chose. Il faut bien les réconcilier. Bien sûr. Mhm. Autrement, ils s'enferment dans leur bulle. Ouais. Bah, tu vois, c'est un peu le but de cette chaîne, au Grand Bazar de Gaïa, là. C'est donc de montrer vraiment que c'est déjà en route et plus que, et c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, quoi. On sent que c'est vraiment maintenant, quoi. Ah bah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des, 2025 va être une charnière. voilà, 2025, c'est vraiment la charnière. On le voit aussi même au niveau géopolitique et tout ça. On en parlait en off on, pas en parler tout de suite là-dessus, on pourra revenir après, de ces incendies à Los Angeles, là, qui sont très, très bizarres. Bon, enfin, on voit bien que les rats quittent le navire. Il y a déjà, ça je peux le dire, Exactement. il y a Exactement. déjà Trudeau qui quitte le navire. Bon, on va voir ce qui va se passer. Donc déjà, on voit, et ça c'est intéressant de voir quand même au niveau géopolitique dans cette réalité, parce que Ah ben, ça c'est montre bien énorme. énorme. Hein. Puis l'intelligence artificielle, là je fais une petite parenthèse aussi. Moi je découvre le gros avantage de travailler avec l'IA. Tu peux pas savoir. Là j'ai un bouquin en route. Eh bien je vais travailler. Mon co-auteur va être l'intelligence artificielle. Ça va changer plein de choses. C'est la meilleure et la pire des choses. Tout dépend dans quel but on s'en sert. Voilà. Et bon, personnellement, moi, je suis optimiste. Tu vois, je suis optimiste parce que, enfin, en tout cas, je vais pas rentrer tout de suite là-dedans, mais je vois en Elon Musk pas quelqu'un qui a des intentions malveillantes. Bon, voilà. En tout cas, on en reparlera après. Alors ça aussi, oui, le temps Kéros et le temps Chronos, t'en as parlé, mais il y a aussi une accélération du temps. T'as parlé de Philippe Guillemin. Tu veux dire quelque chose sur cette accélération du temps? Bah, c'est-à-dire que les 24 heures qu'on avait quand nous, on était enfants, par exemple, notre pendule nous donne toujours 24 heures, mais on n'a pas les 24 heures de l'époque. Il semblerait qu'on ait l'équivalent de 16 heures. C'est ça. Hein. Donc Donc, ça en va. fait, on n'a plus le temps, parce qu'avant, on avait le temps de prendre son temps, d'avoir des temps de pause, que là, on court tout le temps. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment très difficile cette gestion du temps, d'autant plus que bah elle est bouleversée par l'émotionnel aussi et tout ça. Donc c'est vraiment toujours de revenir dans ce temps kéros dont tu parles, hein, dans l'instant présent pour vraiment s'aligner quoi. Ah, alors là, on rentre dans de plus précis par rapport à l'éducation, et ça m'intéresse beaucoup parce que donc la question c'est la punition, hein, punir. Est-ce que c'est nécessaire ou contre-productif et pourquoi? C'est complètement contre-productif. Les Indiens d'Amérique, dans leur tradition, ne réprimandaient jamais un enfant. On lui disait jamais ce qu'il avait fait de mal. Par contre, on lui disait toujours ce qu'il avait fait de bien. Nos systèmes éducatifs font exactement le contraire. Donc, un enfant qu'on punit, c'est un enfant qu'on fait rentrer dans la peur. Or, la peur, c'est l'émotion de la matrice. Or, tous nos pitchouns, il faut les faire rentrer dans la confiance, puisque la terre leur fait peur. Il faut les rentrer dans la confiance. Hein? Donc, il faut encourager tout ce qu'ils font de bien. Et ça, d'ailleurs, c'est toi qui m'avais fait connaître ce roman Ami, l'enfant des étoiles. Et donc j'ai commencé, je dis à nos auditeurs
et visionneurs, là, visionneuses, d'aller voir vraiment, parce qu'il y a des clés, et il parle de ça à un moment donné, de la punition, parce que il dit, mais on se punit déjà puisqu'on est, on est malheureux, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter encore. Je veux dire, bon, voilà, hein, donc, Non, et puis la punition, on retrouve le travail de Wilhelm Reich. La punition bloque l'énergie. Donc, petit à petit, l'énergie se sclérose. Et elle va développer des symptômes X ou Y. Un enfant qui a peur, son cerveau bug. c'est ça. Ouais. C'est très important cette histoire de punition parce que ça ramène aussi à, bah, à nos sociétés, quoi, avec ces lois et ces prisons. Et on sait d'ailleurs que les prisons c'est totalement contre-productif aussi. Bon, voilà, je veux dire. Donc c'est pas du tout. Et pourtant on devrait l'avoir compris. Mais bon, en tout cas, ça va se faire. Allez, une autre question. Euh, oui, aussi, là, on rentre plus dans le pratique aussi. Quels sont tes conseils par rapport aux écrans? Donc, c'est encore une fois, hein, c'est toujours pour les enfants actuels, mais aussi pour les grands enfants que nous sommes. Donc, l'utilisation des écrans, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Déjà, tout dépend ce qu'ils en font. Tout à l'heure, je disais que la pensée est une pensée en image, va extrêmement vite. Et on se retrouve avec certains enfants que la pensée va très vite. Donc, jusqu'à ce que ça arrive au geste graphomoteur, c'est très compliqué. En plus, certains sont mal incarnés, sont mal dans leur corps. Donc, les mains, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se manipule? Donc, du coup, l'écriture est extrêmement compliquée. Bon, cela, moi, le meilleur conseil que je donne, c'est le plus tôt possible les mettre à écrire sur le clavier. À condition d'écrire sur le clavier comme une dactylo. C'est-à-dire sur un clavier, d'un dactylo, alors, les pouces ne font pas les lettres. Donc, il nous reste 8 doigts. Chaque doigt a une bande. Hein? Donc, chaque doigt ne doit pas sortir de sa bande. Hein? Donc, chaque doigt gère 3-4 lettres ou 3-4 signes. Bon. Quand l'enfant maîtrise la frappe, il arrive à écrire à la vitesse à laquelle il pense. Waouh! Moi, je l'ai expérimenté avec des adultes. Des adultes qui maîtrisent la dactylo. De leur faire écrire un texte au clavier et un texte à la main. Puis après, de demander à 2 personnes de réunir les textes. Ils ne peuvent pas. Ce que tu dis est très important. Moi, ça me touche aussi parce que ma pensée va très très vite, évidemment, et donc j'ai plein de trucs. Et je, je ne tape pas comme une dactylo, justement, c'est ça le problème. Je tape avec 3-4 doigts, c'est terrible, c'est horrible, tu vois. Et même si j'écris, alors si j'écris à la main, c'est écrit tellement mal que j'arrive pas à me relire, donc c'est compliqué. Donc là, j'essaye de trouver une façon de faire en écrivant, en parlant, et puis après en reprenant et en retravaillant, tu vois. Mais c'est une question que tu poses pour moi, hein, ça m'handicape énormément. Est-ce que tu penses que c'est encore possible que j'apprenne la dactylo, quoi, pour pouvoir, parce que quand je vois beaucoup de jeunes qui tapent très très vite, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais c'est un peu plus difficile pour C'est nous. difficile, Parce hein. qu'en plus, on a pris des mauvaises habitudes. Et voilà. C'est ça. C'est pour ça que l'enfant, il faut lui apprendre très tôt, de façon à ce qu'il ne prenne pas de mauvaises habitudes sur le clavier. Oui, 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 Parce oui. que changer les habitudes, c'est pénible, c'est fatigant, et donc il envoie tout promener. Ah ouais, c'est ça. Ceci dit, L'idéal, c'est de commencer CE1, CE2. d'accord. Ceci dit, il va peut-être y avoir des nouvelles aussi, puisque là, on arrive, puisque avec Neuralink, par exemple, Elon Musk, etc., on arrive à pouvoir communiquer directement avec la pensée et la machine. Donc, il va y avoir sûrement des grands. Idriss Aberkan en a parlé aussi, tu vois, avec les pilotes d'avions super machin truc, juste avec la pensée, de pouvoir travailler. Donc, bon, on va y arriver. Je pense que dans des temps pas si loin que ça, que l'écriture sera obsolète. Ouais,
c'est ça. L'écriture est cerveau gauche, que l'écriture est matrice. Ouais. Et les mots d'une certaine manière, parce que là aussi on voit bien comment dire que les mots sont pas assez ne suffisent pas pour faire passer les pensées. Non. Et c'est ce qui est très difficile pour les enfants et les ados, parce qu'ils ont une pensée, ils ont une image, ou même par exemple quand on se réveille un matin avec un rêve, on a l'image du rêve, mais trouver les mots qui expriment, parce qu'il y a des détails, il y a des nuances, il y a des subtilités, on n'a pas les mots, ou alors il faut en écrire un roman fleuve. C'est ça, c'est ça. Et aussi, là, moi, je mets le point là-dessus, parce que j'adore la langue française. Il faut bien quand même admettre que la langue française, il y a énormément de subtilités qu'il n'y a pas en anglais. Donc, en anglais, c'est une langue très pratique, synthétique. C'est bien pour le commerce, c'est bien pour des choses pratiques. Mais franchement, on perd beaucoup. Et donc, je remarque même avec l'intelligence artificielle, qui est d'abord fait en anglais, qui manque des subtilités. Donc, c'est pour ça que j'ai entendu Elon Musk ou c'est Idriss Aberkan qui a expliqué qu'il va y avoir maintenant des intelligences artificielles par pays, quoi. En fait, ça va être nos ressources. Et je pense que le français a beaucoup à apporter aussi là-dedans, dans la subtilité. Il y a d'autres langues qui ont encore plus. Alors oui, alors c'est ça aussi. J'ai eu la chance de passer un week-end avec Annick de Souzenel. Oui. Quatre voix de sagesse, quatre voix pour l'âme, 20 minutes de tendresse pour transmuter nos drames. Écoutez les paroles, mais observez les actes. La terre est une école, mais l'école, j'aime pas ça. Moi je préfère écouter les invités de fil au grand bazar de gars, de Gaïa. Et quel que soit votre âge, je vous souhaite un bon visionnage.